Bonjour. Première partie. Henri Bergson, l'évolution créatrice. L'évolution créatrice, image fameuse de l'élan vital. L'année de naissance de Bergson, 1859, date de l'origine des espèces de Darwin, qui sera vulgarisée par le nom de théorie de l'évolution. L'évolution créatrice fut le livre le plus controversé de Bergson. Accolé deux notions apparemment incompatibles, l'évolution et la création. Défi du titre, contredit-il la science? Intuition sur la vie de toute la philosophie de Bergson, à savoir la durée. L'évolution des espèces vivantes atteste bien, selon Bergson, d'une création. La vie telle qu'elle se présente dans notre expérience ne renvoie pas à une création transcendante. Elle ne renvoie pas même seulement à une création immanente et pure, mais à une création limitée ou finie qui rencontre des obstacles. Distinction entre durée et ce qui s'y oppose. La durée trouve dans la vie son élan et appui biologique. L'intelligence s'est constituée par un progrès ininterrompu à travers la série des vertébrés jusqu'à l'homme. Faculté de comprendre et d'agir. Quand l'expérience a fini par nous montrer comment la vie s'y prend pour obtenir un certain résultat, nous trouvons que sa manière d'opérer est précisément celle à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Excès d'humilité si la forme intellectuelle de l'être vivant s'est modelée peu à peu sur les actions et réactions réciproques de certains corps. Une intelligence tendue vers l'action qui s'accomplira et vers la réaction qui s'ensuivra. Une intelligence qui touche à l'absolu. L'intelligence se trouve ainsi replacée dans sa cause génératrice. Il n'y a pas de différence essentielle entre passer d'un état à un autre et persister dans le même état. Incessante variation, devenue si considérable qu'elle s'impose à notre attention. Discontinuité des apparitions sur la continuité d'un fond. Notre attention se fixe sur ce qui l'intéresse davantage. Fluidité de nuances fuyantes. Notre durée n'est pas un instant qui remplace un instant. La durée est le progrès continu du passé qui ronge l'avenir. Le passé se conserve lui-même automatiquement. Il nous suit à tout instant. C'est avec notre passé tout entier que nous désirons, voulons, agissons. Impossibilité pour une conscience de traverser deux fois le même état. Notre personnalité pousse, grandit, mûrit sans cesse. Ce n'est pas seulement du nouveau, mais de l'imprévisible. Création de soi par soi. La succession est un fait incontestable. L'univers dure. Partout où quelque chose vit, il y a ouvert quelque part un registre où le temps s'inscrit. Poussée en vertu de laquelle l'être vivant grandit, se développe et vieillit. Le monde sur lequel le mathématicien opère est un monde qui meurt et renaît à chaque instant. Celui-là même auquel pensait Descartes quand il parlait de création continuée. Plus on fixe son attention sur cette continuité de la vie, plus on voit l'évolution organique se rapprocher de celle d'une conscience, où le passé presse contre le présent et en fait jaillir une forme nouvelle. La variation ayant atteint une certaine importance et une certaine généralité donne naissance à une espèce nouvelle, imprévisibilité et continuité.
sont des pures apparences. La chimie opère des synthèses organiques, moins de force quand il s'agit d'un organisme rudimentaire, tel que l'amibe qui évolue à peine, mais davantage si l'on considère un organisme plus complexe. Plus la durée marque l'être vivant de son empreinte, plus l'organisme se distingue d'un mécanisme pur et simple. La doctrine de la finalité, sous sa forme extrême, telle que nous la trouvons chez Leibniz, implique que les choses et les êtres ne font que réaliser un programme une fois tracé. Sans imprévu, point d'invention ni de création dans l'univers. On suppose que tout est donné. Le finalisme n'est qu'un mécanisme à rebours. Dans la doctrine de Leibniz, le temps se réduit à une perception confuse et relative. Au contraire, la doctrine des causes finales, si l'on écarte une forme, elle en prendra une autre. Son principe est très souple. Chaque être vivant ne réalise-t-il pas un plan immanent à la substance ? Il y a une finalité interne. Chaque être est fait pour lui-même. Toutes ses parties se concertent pour le plus grand bien de l'ensemble et s'organisent avec intelligence en vue de cette fin. Telle est la philosophie de la vie où nous nous acheminons. Elle prétend dépasser le mécanisme et le finalisme. La vie, elle, progresse et dure. Une variation accidentelle, si minime soit-elle, implique l'action d'une foule de petites causes physiques et chimiques. Une accumulation de variations accidentelles, comme il en faut pour produire une structure compliquée, exige le concours d'un nombre infini de causes infinitésimales. Darwin avait parlé de variations très légères qui s'additionneraient entre elles par l'effet de la sélection naturelle. Il n'ignorait pas les variations brusques, il les appelait sports, donnant des monstruosités. Hugo de Vries, botaniste opérant sur l'Onothera lamarckiane, a obtenu, au bout de quelques générations, un certain nombre de nouvelles espèces. Les espèces passeraient par des périodes alternantes de stabilité et de transformation. En période de mutabilité, elles produisent des formes inattendues. La lumière est une cause physique engendrant des effets déterminés. La vie procède par insinuation. La matière vivante paraît n'avoir d'autre moyen de tirer parti des circonstances que de s'y adapter. Là où elle doit prendre la direction d'un mouvement, elle commence par l'adopter. Heimer, biologiste, a démontré que la transformation s'opère par l'effet d'une influence continue de l'extérieur sur l'intérieur, et non pas comme le voulait Darwin, par des variations accidentelles. Sa thèse repose sur la coloration de la peau chez certains lézards. Les expériences de Dorfmeister montrent qu'une même chrysalide, selon qu'on la soumet au froid ou au chaud, donne naissance à des papillons différents. Une température intermédiaire produit une forme intermédiaire. Lamarck attribuait à l'être vivant la faculté de varier par suite de l'usage ou du non-usage de ses organes, et aussi de transmettre la variation ainsi acquise à ses descendants. En sectionnant chez les cobayes la moelle épinière ou le nerf sciatique, Brown-Séquard déterminait un état épileptique qu'ils transmettaient à leurs descendants. La réalité est l'objet propre de la philosophie, laquelle n'est point astreinte à la précision de la science puisqu'elle ne vise aucune application. L'élan originel de la vie passe d'une génération de germes à la génération suivante de germes par l'intermédiaire des organismes développés. La doctrine de la finalité dit que les parties ont été assemblées sur un plan préconçu en vue d'un but.
assimilant le travail de la nature à celui de l'ouvrier qui procède par assemblage de parties en vue de la réalisation d'une idée. Le développement d'un embryon s'y prend tout autrement. Pas d'association et d'addition d'éléments, mais dissociation et dédoublement. Dépasser le mécanisme et le finalisme qui sont des points de vue de l'esprit humain. Le contraste entre la complication à l'infini de l'organe et la simplicité extrême de la fonction doit ouvrir les yeux. Les deux aspects n'ont pas le même degré de réalité. La simplicité appartient à l'objet même et l'infini de complications a des vues que nous prenons sur l'objet en tournant autour de lui. Nous ne pouvons nous empêcher de nous représenter l'organisation comme une fabrication. Fabriquer est une chose, organiser une autre. La fabrication va de la périphérie au centre, ou en philosophe du multiple à l'un. Le travail d'organisation va du centre à la périphérie. D'un point de vue, il se propage par ondes concentriques. L'organisation a quelque chose d'explosif avec au départ un minimum de matière. Le spermatozoïde est une des plus petites cellules de l'organisme. Il faut donc que des possibilités d'action se dessinent pour l'être vivant avant l'action même. La résistance de la matière brute est l'obstacle qu'il fallut tourner. La vie semble y avoir réussi à force d'humilité, en se faisant très petite et très insinuante, biaisant avec des forces physiques et chimiques. Les causes vraies et profondes de division étaient celles que la vie portait en elle. La vie est tendance, et l'essence d'une tendance est de se développer. L'adaptation explique les sinuosités du mouvement évolutif. Le groupe ne se définira plus par la possession de certains caractères, mais par sa tendance à les accentuer. Plus le système nerveux se développe, plus nombreux et plus précis deviennent les mouvements entre lesquels il y a le choix. Le végétal fabrique directement des substances organiques avec des substances minérales. Cette aptitude le dispensa de se mouvoir. Fin de la première partie.